Oui, voilà. Est-ce que tout le monde voit bien mon écran? Oui. Ok, Oui. alors c'est parti. Eh bien, bienvenue à tous et à tous à ce webinaire thématique consacré à la gestion des biodéchets dans l'événementiel. C'est un webinaire qui fait suite à une thématique qu'on a traitée l'an dernier, qui était consacrée cette fois-ci au secteur du tourisme. Une thématique qui a d'ailleurs été prolongée dans l'année 2025 avec le voyage d'études organisé par le réseau compositoyen Grand Est en territoire vosgien. Nous étions entre Épinal-Remiremont et Girmont-Val d'Ajol. Donc pour cette année, nous avons choisi de parler de la gestion des biodéchets dans l'événementiel. Moi, je suis Lucas Schlemmer, chargé de mission formation à la Maison du Compost. Je suis accompagné d'Elsa Distel, qui est coordinatrice au réseau Compost Citoyen Grand Est. Et donc cette année, on a un petit peu modifié le format. Si vous avez déjà participé au webinaire thématique les années précédentes, on est sur un gros format, 3 heures de webinaire. On s'est dit que c'était un peu long. Donc cette année, on a voulu couper le rendez-vous en deux, vous proposer une même thématique traitée en deux rendez-vous d'une heure et demie, voilà, pour faciliter l'accès au webinaire, faciliter l'attention et la disponibilité. Donc, n'hésitez pas à nous dire si vous préférez ou pas ce format revu et si vous avez des petits conseils aussi pour le faire évoluer. Et donc, on va rentrer dans le vif du sujet. L'événementiel, alors, qu'est-ce que c'est et pourquoi on en parle? Euh, donc, ce qu'on peut dire simplement, c'est que derrière un événement, il y a des acteurs. Et bien souvent, ces acteurs, c'est des organisateurs d'événements éphémères, donc ponctuels. Et ces événements ont bien souvent plusieurs vocations, à savoir une vocation culturelle, elle peut être aussi sportive, ou alors une vocation d'affaires. On pense aux entreprises, par exemple. Nous, on va surtout s'intéresser aux deux premières, donc plutôt aux manifestations culturelles ou sportives. Et donc, ce que l'on remarque, c'est que, comme pour d'autres secteurs d'activité, ces dernières années, l'événementiel s'intéresse de plus en plus à la notion d'éco-responsabilité, donc c'est-à-dire à la volonté de limiter son impact environnemental. Et cette volonté, elle dépasse uniquement une façon de se différencier par rapport à d'autres événements. Donc c'est vraiment la volonté de mettre en place des pratiques vertueuses autour de la gestion des déchets, l'alimentation, l'énergie, la mobilité ou le réemploi. Et donc toutes ces dimensions-là que je viens de citer, elles font partie de plus en plus euh, de la conception des événements culturels ou sportifs. Et donc, l'objet de ce webinaire, c'est, par rapport à ce constat, c'est de donner la parole aux faiseurs, aux faiseuses, c'est-à-dire les organisateurs d'événements, qui prennent en compte toutes ces dimensions pour limiter l'impact environnemental ou les impacts environnementaux de leurs manifestations. Et c'est aussi la volonté de donner la parole aux accompagnateurs, aux facilitateurs qui entourent toutes ces initiatives. Euh, c'est pourquoi aujourd'hui, euh, nous allons parler vraiment de la gestion des restes alimentaires. Et pour parler de ce thème, côté faiseur, on va dire, on aura deux associations. La première qui s'appelle Un jardin passionnément, qui est située en Alsace. La deuxième, Les jardins respectueux, en Charente, qui nous présenteront leur version ou leur manière d'accompagner un événement éco-responsable. Et côté accompagnateur, facilitateur, on aura Éco-Manifestation Alsace et le SMICTOM d'Alsace centrale qui apporteront leur façon de soutenir, de valoriser l'action des organisateurs éco-responsables sur le terrain. Je laisserai chaque invité se présenter un peu plus en détail.
Le but pour vous, participants, c'est que vous puissiez repartir avec de nouvelles idées, des approches, des solutions, des outils aussi, à adapter à votre propre contexte et vos propres territoires. Voilà. Et avant de passer la parole au premier invité. Je vous rappelle que donc, ce webinaire sur la gestion des biodéchets dans l'événementiel, ce premier volet sur les restes alimentaires, il sera euh, accompagné d'un second volet qui, lui, sera plutôt consacré aux toilettes sèches, à la gestion des résidus de toilettes sèches, et qui aura lieu donc le mardi prochain, le 18 novembre, même heure, 11h30. Et cette fois-ci, on aura trois invités, le réseau de l'assainissement écologique, Écoterre, qui est basé en Alsace, et Ecoporico, qui est basé dans l'Ain. Voilà, je m'arrête pour cette petite présentation et sans plus attendre, je vais passer la parole à Pierre Muller de Éco-Manifestation. Et je vais donc arrêter mon partage et Pierre, si tu peux partager ton écran, Ouais. je te laisse la parole. Merci. Hop. Donc, en toute théorie, vous devriez voir mon écran. Oui, C'est bon c'est pour vous? parfait. Super. Bah, parfait. Bah, merci Lucas. Bonjour à tous. Merci de nous donner l'occasion de parler un petit peu de nous, de venir sur ce sujet. Donc, j'ai un petit quart d'heure. Je vais aller vite. Mais comme Lucas ne vous l'a pas dit, vous aurez la possibilité d'avoir le visuel des présentations. Donc, si vous loupez des morceaux, c'est pas dramatique. En tout cas, ce qui est écrit, vous l'aurez. Voilà, donc qui sommes-nous? Bah, je vais rapidement vous présenter l'association et le réseau. C'est pas le cœur du sujet, mais il faut quand même en passer par là. Donc le réseau Émerge, c'est un réseau que Ecomanif Alsace a créé, qui est tout récent, qui s'est construit ces dernières années. L'idée, c'est de faire la promotion de l'éco-responsabilité au sein des événements partout dans le Grand Est. Donc on existe depuis une quinzaine d'années historiquement en Alsace. Et on a donc identifié des structures ou contribué à la formation de nouvelles structures. Donc, on maille tout le territoire du Grand Est pour accompagner tout type d'organisateurs d'événements, donc que ce soit populaire, sportif, culturel, etc., professionnel, petit, moyen, grand. On accompagne tout le monde avec différents outils. Et tout ça a pu se faire grâce à un programme financé par l'ADEME, donc ça mérite d'être dit quand même, l'ADEME, la région, qui nous ont aidés, qui nous ont permis de construire ce réseau qui permet donc d'avoir une réponse, un accompagnement, qui qu'on soit dans le Grand Est intéressé par la question de l'éco-responsabilité des événements. C'est malheureusement pas le cas partout, donc on est content d'avoir fait ce travail dans le Grand Est. Alors, très rapidement, notre métier, alors là, je présentais Comanif Alsace, mais c'est valable pour nos amis du réseau Grand Est. Notre métier est accompagner et labelliser, en particulier, je vais en parler dans un instant, des actions de sensibilisation, des missions d'expertise, des bilans carbone, des formations, des projets spécifiques, etc. Donc, on est quatre permanents au niveau de l'Alsace. Les antennes, pour le moment, enfin, il n'y a qu'une personne au sein de chaque antenne parce qu'elles viennent de débuter ces dernières années. Il y a des ressources en ligne, donc site web, agenda, annuaire et autres. Donc je passe ça rapidement. L'annuaire est intéressant. Ça permet d'identifier des prestataires ressources pour des événements éco-responsables dans le Grand Est. Voilà, on anime aussi le réseau au niveau Grand Est, hein, donc en organisant des événements, des visites, des choses comme ça. La semaine dernière, on avait le premier rendez-vous des éco-manifestations qui a eu lieu à la région, à l'hôtel de la région à Strasbourg. On avait plus de 120 personnes qui étaient présentes pour parler d'éco-responsabilité. C'était pour nous l'occasion de marquer un cap qui est le cap des 500 événements accompagnés et labellisés. Et ça me permet de faire une petite transition vers notre outil principal qui est la charte des éco-manifestations. Donc, c'est un outil qu'on a développé en 2017 qui permet à la fois d'accompagner les événements, donc dans la démarche d'aider, donner des idées d'action concrètes, vraiment aider à résoudre les problèmes. On est vraiment dans une démarche très opérationnelle. On est vraiment là pour aider les gens. Et en parallèle, donc, ça donne lieu à un label qui permet de valoriser l'engagement de l'événement et de proposer une trajectoire de progression puisqu'il y a différents niveaux de label. Donc très rapidement, ce label couvre 8 domaines, donc l'ensemble des actions typiques qu'on peut mettre en œuvre dans un événement en termes d'éco-responsabilité. On va les retrouver.
à travers ces 8 thématiques qui sont donc la gestion globale, les actions sociétales, parce que l'éco-responsabilité au sens large, hein, c'est le développement durable dans les événements, c'est aussi le volet social, sociétal, les déchets, la com, les déplacements, l'alimentation, les boissons, la sensibilisation, l'énergie et l'eau. Voilà. Donc avec ça, on est exhaustif et ça permet d'avoir un regard complet sur un processus que je passe très rapidement, une grosse phase de diagnostic, un accompagnement qui suit. Un petit peu avant l'événement, on donne le label en fonction du plan d'action mis en œuvre, souvent un audit le jour J, et une phase de bilan. Donc l'idée, c'est vraiment un accompagnement complet avec des outils, une démarche voilà, qui se veut exhaustive, sérieuse, qui permet vraiment de soit de mettre le pied à l'étrier si on commence, soit d'approfondir sa démarche d'éco-responsabilité si on a déjà des bonnes pratiques, comme c'est bien souvent le cas. J'ai parlé de niveaux, donc 3 niveaux pour certifier, valoriser l'engagement. Donc il y a un système de points, on cumule, et plus on est vertueux, plus on grimpe, et puis voilà, on se situe sur un de ces niveaux de label. Et pour finir rapidement là-dessus, on a passé encore une fois plus de 500 événements analysés dans le Grand Test, donc des entreprises, des collectivités, des associations, etc., des petits, des grands événements. Donc c'est un outil qui marche très bien, qui est bien identifié dans le Grand Est, qui déborde un petit peu, hein. Il nous arrive de l'aviser d'autres événements en Bourgogne, à Paris, etc. Puisque un système d'accompagnement de label de ce type-là n'existe pas partout. Donc parfois on est contacté par d'autres régions de France. Voilà, donc après cette intro au pas de course, on va rentrer dans le vif du sujet, la gestion des biodéchets dans l'événementiel. Alors, quelques remarques peut-être préliminaires. Déjà, c'est plutôt prévenir que guérir, hein, quand on considère la question des biodéchets dans un événement. Là où il y a des vrais gisements, c'est plutôt en amont qu'au niveau du traitement avec le public. Donc voilà, on va y venir tout à l'heure, c'est là que ça se passe. Il y a d'autres aspects. Pour nous, ce qui est fondamental sur la gestion des biodéchets, au-delà des impacts même des biodéchets, qui est réel, mais qui est quand même relativement modéré, voilà, au regard d'autres enjeux, c'est vraiment le volet sensibilisation du public que nous, on identifie comme étant particulièrement intéressant. On peut garder à l'esprit aussi que limiter des biodéchets, c'est aussi éviter des impacts amont, hein. Voilà, quand on jette des aliments, ben, pour produire ces aliments, ben, on a émis des gaz à effet de serre, on a transporté, on a transformé. En termes de ressources, évidemment, en termes de biodiversité, puisque vous savez comme moi que l'agriculture, c'est pas toujours très vertueux. Donc voilà, limiter les biodéchets, c'est aussi limiter ce côté amont, et puis que ça pose d'autres soucis, d'autres questions, notamment la question des indicateurs, hein, qui est une des grandes difficultés, y compris pour des événements qui ont de bonnes pratiques, qui ont une certaine maîtrise. La culture des indicateurs, le suivi, ça reste encore une difficulté. Alors, quand on parle de biodéchets pour un événement, où est-ce que ça se situe? On pense évidemment au jour J, au public. C'est en fait, mais pas que. Il se passe pas mal de choses côté cuisine, donc en amont, sur la préparation, la distribution. Alors, il y a évidemment des tas de situations différentes, hein. On peut avoir de la cuisine interne, on peut avoir des food trucks, on peut avoir des traiteurs. Donc moi, je vais rester très global dans ce que je vais proposer, mais on garde à l'esprit quand même qu'il y a des configurations qui peuvent être très différentes. Et puis, il y a accessoirement quand même la question des décors, hein. Alors, elle est un petit peu mineure, mais quand on parle de corso fleuris, de marché de Noël, ben, on peut avoir parfois pas mal de biodéchets, en tout cas voilà, des déchets un petit peu différents, mais qui peuvent être conséquents. Voilà, alors côté cuisine, c'est le premier sujet, c'est là où ça se situe. On va beaucoup raisonner en termes de prévention, évidemment. Et c'est la première question qu'on va poser, c'est la question des surplus. Finalement, est-ce que j'ai préparé trop d'aliments? C'est la question des quantités et qui pose directement la question de la fréquentation de mon événement. Est-ce que je maîtrise la fréquentation? Est-ce que c'est un événement sur inscription? Est-ce que c'est un événement ouvert au grand public, gratuit? Auquel cas, ben, ça pose des tas de questions, hein. Alors, sur la question du qui, c'est évidemment le public, mais ça peut aussi être, donc ça pose la question, encore une fois, des inscriptions, voilà, la météo, etc. Qu'est-ce que je maîtrise? Qu'est-ce que je maîtrise pas? Ben, s'il fait moche, je vais avoir 2 fois moins de personnes. Est-ce que j'ai prévu le coup si d'aventure il y a un temps pas terrible et que je perds une grosse fréquentation? Comment je gère les choses? Et puis accessoirement, quand on parle de qui, ben, il n'y a pas que le public, il peut y avoir des intervenants, des artistes, des bénévoles. Certains événements sportifs requièrent des centaines de bénévoles. Voilà, on peut se poser la question, les sportifs avec parfois des repas adaptés, il y a toute une
panoplie de questions donc, qui sont corollaires à cette question. Euh, En parallèle, il y a évidemment la question du menu. On peut s'interroger aussi, hein. Si vous faites des moules frites, vous allez générer plus de déchets que si vous proposez un sandwich. Donc, on peut se poser la question de ce point de vue-là, qui est aussi lié avec le qui, bien évidemment, hein, la petite flèche qui vient de se rajouter. Il y a la question évidemment de la reprise des fournisseurs. Finalement, suivant les produits que je propose, si je respecte la chaîne du froid, dans quelle mesure des invendus pourraient retourner chez mon fournisseur? Il y a la question du bon repas, on l'a appelé comme ça en discutant avec ma collègue tout à l'heure, parce qu'elle me citait des exemples d'événements qui avaient eu des petits loupés hein, sur la qualité, et qui, in fine, ça générait plein de restes dans les poubelles parce que c'était tout simplement pas bon. Elle me citait l'exemple de frites qui étaient mal cuites, hein, qui n'étaient pas qualitatives. Moi, j'ai en tête un exemple avec un dessert un peu industriel, une salade de fruits qui était franchement pas terrible. Et on en a retrouvé des dizaines de litres dans les poubelles, évidemment, parce que c'était pas très bon. Donc ça paraît un peu trivial comme question, mais ça mérite d'être posé parce que, voilà, si c'est pas très bon, on le retrouve dans les poubelles. Et puis, ça pose aussi la question de la conservation du menu que je propose, hein. Moi, j'ai un exemple en tête, hein, donc sur un événement sportif que je ne citerai pas, mais qui prend plaisir à offrir au dessert, donc sur le repas des coureurs, hein, qui est proposé après la course, un super dessert, mousse de chocolat et autres mousses de fruits. C'est magnifique, c'est très bon. Le problème, c'est que le producteur nous dit, ben, c'est pas consommable demain. Donc, les restes ne peuvent pas être reversés à une association. Alors que si on était parti sur un menu un petit peu plus durable, hein, type tarte aux fruits et autres, on pourrait le consommer le lendemain. Et ça pourrait donc être valorisé en le reversant à une association. Donc tout ça sont des questions qui sont corollaires à ces questions de menu pour resservir ou recuisiner les restes d'ailleurs, hein, puisque voilà, suivant les cas, on peut évidemment valoriser les repas le lendemain à travers différents systèmes. Puis il y a évidemment la question des épluchures, les huiles de cuisson qui se posent aussi en cuisine. Alors suivant le type de produit, il y en a plus ou moins qui vont finir vers des filières de valorisation, mais parfois qui peuvent être recuisinés. Je vous donnerai un petit exemple sympathique tout à l'heure. Voilà, donc ça c'est un petit peu le côté amont. Pour nous, il y a un enjeu vraiment majeur à ce niveau-là. Le jour J, on est vers des choses un petit peu plus classiques, hein. Donc, il y a la question de la distribution, de la gestion des restes, hein. Comment je gère mes restes le jour J? Est-ce que je vais pouvoir recuisiner ou resservir? Je suis un food truck. Est-ce que demain j'ai un événement? Mes produits sont restés au frais, je vais pouvoir les valoriser. Est-ce que je brade mes produits en fin de journée? Je casse les prix pour m'assurer que ça part, tout simplement. Est-ce que je redistribue, que ce soit des associations, que ce soit prévu en amont, que ce soit un exemple récemment sur un événement à Strasbourg où il y a un des food trucks qui a donné des repas à tous les vigiles, à toutes les assos qui étaient présentes, enfin tous les gens qui avaient participé à l'organisation sont repartis avec des menus. Donc associations, bénévoles, autres, voilà, la question de la redistribution. Il y a évidemment la question du public qui pose pas mal de sujets. Alors le premier pour nous, et je me répète, hein, mais c'est vraiment la question de la sensibilisation, le volet extrêmement important pour nous, c'est de faire passer des messages à travers ces actions de tri des biodéchets. Donc pour évidemment sensibiliser les gens à la question du gaspillage alimentaire, qui est un vrai problème en France, hein. De mémoire, c'est 15 millions de tonnes d'aliments qui sont jetés en France chaque année. Et la question des gestes de tri aussi, puisque vous savez que la réglementation impose depuis peu aux syndicats de collecte de déchets de proposer aussi le tri pour en tout cas de proposer des filières pour la gestion des biodéchets, mais encore faut-il que les gens le fassent à la maison et montrer les choses à l'occasion d'un événement, ça peut être un moyen sympathique de sensibiliser les gens à ces questions-là. Au niveau du public, ça pose aussi la question des portions adaptées, hein, des offres petites fins, hein. Voilà, pas faire une seule grosse assiette, mais proposer peut-être des assiettes de taille variable. Voilà, des repas, des petites formules différentes suivant la faim du public. Il y a la question des gourmet bags, hein, mettre à dispo un petit gourmet bag qu'on appelait doggy bag à une époque, mais c'est pas un terme très adapté parce qu'on ne le donne pas aux chiens, on le mange nous-mêmes, hein. Donc le gourmet bag, ça permet aux gens
tout simplement de ramener les restes à la maison pour les manger le soir ou le lendemain plutôt que de les jeter. Et ça pose évidemment la question du tri, le geste tri au niveau du public, hein, avec donc là, bah voilà, qu'est-ce qu'on fait, comment on fait pour que les gens trient correctement leurs déchets. Et ça pose une multitude de questions qu'on va pas aborder dans le détail aujourd'hui, mais quel type de poubelle, est-ce qu'il y en a qui sont disponibles ou est-ce que je me les procure? Quel type de consigne? Et puis la notion d'équipe environnement, de Green Team qui pour nous est un élément essentiel pour avoir un tri bien effectué sur un événement, c'est qu'effectivement, on ait des gens qui sont là pour conseiller, pour corriger les erreurs de tri, euh, pour avoir effectivement un tri bien fait sur l'événement et pas avoir des soucis de refus de tri quand ça va en valorisation. Ah, là, on a un micro, je pense que c'est... Voilà, merci Jacques. Voilà. Et donc, in fine, ça va en filière de valorisation, je vais y arriver. Il y a la question des décors, donc c'est moins fréquent, mais quand même, j'ai donné l'exemple des marchés de Noël, des corsos fleuris, qui sont, je pense, en tout cas, c'est nous, c'est les deux événements qu'on a identifiés clairement. Il y a la question de la réduction en amont, hein, donc bah, renoncer, réduire, suivant la règle DR que je ne rappellerai pas ici. Réutiliser, donc ça veut dire quoi? Ça veut dire, est-ce que j'ai besoin de ces décors? Est-ce que je peux en faire moins? Est-ce que je peux aller vers des plantes que je peux louer tout simplement ou réutiliser plutôt que d'avoir un produit vivant qui va finir à la poubelle? Renoncer tout simplement, faire d'autres choix de déco, d'autres choix de matériaux. Donc toutes ces questions classiques hein, qu'on peut se poser aussi pour les décors quand on considère des décors biosourcés. Et puis anticiper la valorisation, donc typiquement dans le cas d'un corso fleuri, ben, comment je peux démonter mes décors, je supprime les cols ou je prends des cols qui sont compatibles avec un compostage, une valorisation, parce qu'il y a quand même beaucoup de corso fleuris qui remplissent des bennes d'ordures ménagères à la fin de l'événement. Tout ça pour arriver vers des filières de valorisation et qui vont être ben, parfois le broyat. Donc là, je vous donnerai l'exemple tout à l'heure sur un marché de Noël. La question d'un feu festif, on l'a vu aussi, qui peut se poser. Est-ce que c'est plus ou moins, voilà, si ça se substitue à l'achat de bois, pourquoi pas? C'est peut-être, en tout cas, c'est un exemple qu'on cite. Je ne sais pas si c'est le meilleur exemple, mais ça peut être une vraie question qu'on peut se poser, ou évidemment vers des filières de compostage. Alors la valorisation, donc pour finir rapidement, bah, quand il n'y a plus le choix évidemment, donc avec dans le cas de l'événementiel des solutions maison, c'est typique des petits événements en milieu rural, hein. Valorisation animale, hein, ça finit chez les poules, les cochons ou les chevaux pour le pain, voilà, c'est le genre d'exemple qu'on rencontre classiquement sur les petits événements où ça se gère relativement facilement, d'autant plus qu'on a quand même des déchets, des volumes qui sont quand même très limités si les choses ont été bien faites en amont. Le compostage à la maison, évidemment. Et sinon, pour des événements plus grands ou suivant le cadre, quand on est en milieu urbain, etc., des solutions industrielles, donc soit de simplement déposer en point d'apport quand il y en a à proximité, ou alors trouver un prestataire en amont qui, pour s'assurer des filières de traitement, donc voilà, sur Strasbourg, il y a l'association Cycle qui vient chercher vos déchets à vélo, qui va les valoriser. Vous avez Recibio, qui est un industriel du coin. Vous avez les différents SMICTOM et autres syndicats de collecte, etc., etc. Donc une multitude de solutions qui permettent donc ben, d'avoir la filière de traitement qui va être en général méthanisation ou compostage. Je vous donne pour finir rapidement quelques petits exemples, hein. Donc, sensibilisation du public, vous avez là une diapo avec un exemple au marathon du vignoble, avec construction d'une arche, avec voilà, tous les conseils, et toutes les informations pour que les gens comprennent que l'idée, c'est pas de faire des économies sur leur dos, mais c'est simplement de les sensibiliser au fait de prendre dans leur assiette ce qu'ils vont manger et de ne pas charger les assiettes. Tout simplement, un petit exemple sur la fan zone de Groupama, voilà, avec des petits messages tout simplement au niveau de l'alimentation et un petit mot aussi pour le remplissage le remplissage des assiettes. Un autre petit exemple, voilà, des aspects un peu ludiques pour sensibiliser les gens, hein, donc que ce soit sur le tri, avec voilà, des petites poubelles rigolotes pour interpeller les gens sur le geste de tri et les amener à se poser la question une petite seconde avant de jeter leur aliment de façon non réfléchie dans un des bacs. Voilà, on travaille sur des choses comme ça.
un petit salon, le salon du flipper, un petit salon en Alsace, hein, avec voilà, des petites images rigolotes pour toujours essayer d'interpeller les gens et de les sensibiliser aux gestes de tri. J'ai parlé de Gourmet Bag, voilà, un petit exemple d'une fête dans le Sundgau, donc Zonfacht à Karlsbach, un petit village dans le sud de l'Alsace, qui met à dispo donc gratuitement les petits gourmet bags, et puis les gens peuvent à la fin du repas aller emmener leur reste de cette façon-là. J'ai parlé de valorisation des restes de cuisine avec des exemples un petit peu atypiques, hein, un peu rares, mais les fenêtres de l'Avent, comme ils produisent pas mal de vin chaud, voilà, c'est dans la période pré-Noël. En fait, avec les pots d'orange, les pots de citron, etc., ben, ils font des confitures qui sont revendues après sur l'événement. Donc c'est relativement original, c'est plutôt sympathique. Et au niveau des décors, j'ai parlé des Corsos fleuris. Ben voilà, l'exemple du Corso fleuri de Dorlisheim, donc un village d'Alsace où ils ont fait évoluer les choix d'école pour aller vers des systèmes qui leur permettaient de composter en fait toutes les fleurs. Et Dieu sait si bah, les corsos fleuris, ça mobilise beaucoup de fleurs, hein. Donc au lieu de remplir une benne à déchets qui file à l'incinération, bah, on a des solutions de type compostage qui sont possibles. Un autre exemple encore, un marché de Noël de Wissembourg, toujours en Alsace, hein, réduction du nombre de vrais sapins, puisque historiquement, voilà, il y avait des vrais sapins un petit peu partout dans la ville. Donc ils ont réduit, ils ont demandé aux écoles de faire des décorations. Donc vous voyez à droite voilà, des sapins faits par les enfants, ou alors des choses démontables, réutilisables. Tout ça pour réduire en amont, et puis sur les sapins résiduels, donc bah, en fait ils sont broyés et c'est utilisé donc comme broyat pour les parterres de la ville. Alors j'ai dit qu'il y avait globalement peu de biodéchets sur les événements au niveau du public, c'est vrai, mais il y a quand même des cas particuliers, en particulier donc les événements sportifs qui pour le coup sur les ravitaillements, les ravitaux, génère parfois pas mal de déchets. Et là, il y a un vrai enjeu qui est assez intéressant. Je vous donne un exemple d'un événement donc on labellise toujours en Alsace, hein. Donc on travaille que depuis 2 ans. Donc la première année, le fait de mettre le tri des biodéchets en place, donc sur les ravitaillements lors du parcours, à l'arrivée, etc. Bah, ils ont récupéré à peu près 150 litres de biodéchets, ce qui est quand même pas mal, hein. Donc ils sont allés vers une filière de méthanisation en l'occurrence, hein, plutôt que de les garder dans les poubelles classiques qui, dans notre région, vont à l'incinération. Voilà, j'ai couru, mais je suis à peu près dans le timing. Voilà, je te Merci rends Pierre, avec plaisir. merci pour cette présentation. Est-ce que il y a des questions suite à- au partage de Pierre? Pas spécialement. Moi, j'avais une petite question, Pierre, c'est sur l'impact en fait de la labellisation Écomanif pour les événements qui vous sollicitent, comment ça se passe et en termes de visibilité. Enfin voilà, c'est quoi en gros l'intérêt pour un événement de faire appel à Éco-manifestation et l'obtention du label, qu'est-ce que ça change pour les événements? Alors que, comme je l'ai expliqué, il y a vraiment deux volets. Il y a le volet accompagnement. Donc, qu'est-ce que ça change? Ben, si vous n'êtes pas aguerri sur la question, on va vraiment vous aider à vous lancer. Voilà, donc c'est vraiment cet apport d'expérience qui va être intéressant. On va vous proposer un déroulé. On va vous proposer une évolution dans les années à venir pour pour partir d'une situation de départ à quelque chose qui serait vertueux en fonction de vos ambitions. Pour les gens un petit peu plus aguerris, il y a toujours des choses à faire, il y a toujours des nouveautés de toute façon. Euh, voilà, il y a toujours une valeur ajoutée, même pour des festivals qui ont des super pratiques, etc. Et puis il y a le volet label évidemment. Donc le label, bah, ça garantit des bonnes pratiques, ça garantit que les choses sont sérieuses, elles sont contrôlées. Donc tous les internes ont un label.
Ça commence à être, donc évidemment en termes d'image par rapport au public, hein, puisque le public a quand même des attentes, hein, les enquêtes le confirment toujours. Euh, un festival de musique, par exemple, qui n'aurait pas de bonnes pratiques, ben, on sait qu'il se fait blacklister par un certain nombre de personnes qui sont vraiment, voilà, qui ont des attentes fortes. Donc c'est important et le label, ça vous permet de montrer patte blanche par rapport à ça. Il y a un autre volet qui se développe petit à petit, c'est la question de l'éco-conditionnalité des aides. Ou, voilà, donc on a quelques exemples à gauche ou à droite de collectivités qui conditionnent des petits bonus financiers, petits ou moins petits, à l'obtention du label, en tout cas en faisant preuve de bonnes pratiques. Donc par rapport à ça, je pense qu'il y a un avenir par rapport à notre outil aussi, parce que voilà, il y a des instances, on travaille avec des ligues, hein, on commence à travailler avec des ligues qui se questionnent sur ces sujets-là. Euh, il y a mon ami Laurent Mathieu de la région Grand Est qui est là aussi. Voilà, on a aussi des contacts avec la région parce que dans le Grand Est, ben, la région a la chance de disposer d'un label qui garantit des bonnes pratiques. Donc peut-être que demain, il y a un certain nombre de choses qu'on va pouvoir construire à l'échelon régional. Parce que, encore une fois, on a un outil qui permet de garantir des bonnes pratiques dans le Grand Est. Ce n'est pas le cas partout. Ok, merci beaucoup. Est-ce qu'il y aurait d'autres questions? Sinon, je passe la parole à l'Association des jardins respectueux. Ok, super. Bah, merci beaucoup, Pierre. Merci pour cette présentation et ton partage. Et du coup, sans plus attendre, je vais partager mon écran et je vais passer la parole à, à un premier exemple d'un événement, la fête du cognac. Et je vais donc passer la parole à Rémi et Marie pour... Juste, oui. il y a une question qui vient d'arriver Ah, dans le chat, pardon, à ok. l'instant, au moment où tu faisais le passage de relais. La question, c'était de savoir si le tri de biodéchets était organisé durant l'événement ou après l'événement. Alors, je ne sais pas si on parle vraiment du tri, parce que le tri, c'est forcément pendant l'événement, parce que les déchets sont là, en fait. Donc, Ouais. au moins le public, il doit y avoir une solution pour le public, sinon il va tout mélanger. Mais après, peut-être si Ashley Ellie peut préciser sa question en prenant la parole, ce sera plus aisé pour y répondre. Alors, Allô, vous m'entendez? Oui, Oui, Moi, c'est Ashley Lee de Auban Champagne Attractivité, à 3. Je sais pas si vous m'entendez. oui. Ma question était de savoir est-ce que les biodéchets, est-ce que le tri des biodéchets se fait durant les événements ou après les événements, en fait? C'est-à-dire que pendant que l'événement se déroule, est-ce que le tri se fait durant cet événement ou après l'événement? ok. Alors, c'est une vraie question qui se pose globalement pour les déchets. On a certains organisateurs d'événements qui font ce que nous on appelle un surtri, c'est-à-dire le lendemain, les bénévoles viennent, ils vont vider les poubelles et ils vont s'assurer d'avoir un bon tri pour avoir un bon recyclage. Dans le cas des biodéchets, c'est quand même pas évident. Alors, nous, on n'est pas très chaud sur cette méthode parce que on trouve que c'est pas très valorisant et trier les déchets le lendemain de l'événement, on a loupé la phase de sensibilisation du public. Donc, s'il y a des moyens humains, on préfère les mettre dans une équipe environnement qui va accueillir les gens sur les postes, les îlots de tri et qui vont expliquer au grand public, qui vont aider les gens à trier et expliquer le sens que ça a. En plus, la question du surtri le lendemain, dans le cas des biodéchets, c'est extrêmement difficile, hein, puisque, voilà, c'est pour pas dire impossible, hein. Donc, autant ça peut faire sens de récupérer le lendemain des canettes en alu, des bouteilles en plastique pour les mettre dans le bac jaune, autant trier les biodéchets le lendemain, c'est pas possible. Donc, la réponse, c'est ça se passe le jour de l'événement, euh, et dans le cas des biodéchets, ça se passe forcément le jour de l'événement. Merci. D'accord. Merci. Et voilà, à vous, Rémi et Marie. Ben, bonjour à tous. Merci Pierre pour la belle présentation qui a été faite et qui va nous permettre aussi d'orienter un petit peu notre présentation.
Les Jardins Respectueux, on est une association située en Charente qui œuvront justement pour cette mission-là sur le tri et la valorisation des déchets liés à une fête qui est la fête du cognac. Donc c'est une belle fête qui regroupe sur 4 jours 35 000 festivaliers. Et donc on a eu pour mission depuis quelques années maintenant le tri et la valorisation des déchets liés à ce festival. Et donc, ça a commencé. Donc, c'est sur un site qui fait à peu près 3 hectares, qui est représenté là par cette diapositive. Les zones de tri sont situées à côté des zones de restauration, puisque c'est là où les festivaliers euh, consomment le plus. L'idée, ça a été justement de les accompagner sur. On va pouvoir passer à l'autre diapo, s'il te plaît. Sur le tri de leurs déchets. Et on a d'abord réfléchi à un mobilier qui était adapté, un mobilier identitaire aussi, qui permettait justement à tous les festivaliers, oui, c'est ces 2 diapos-là, de venir à la rencontre des bénévoles de notre association Les Jardins Respectueux pour justement trier leurs déchets avec 8 flux qui sont mis en place. Donc on va pouvoir passer à la diapositive, voilà, 8 flux, donc 8 contenants différents. Le mobilier aussi a été créé avec la fête du cognac, donc a été dessiné par nos soins et a permis en fait d'être installé sur les sites. Et c'est un mobilier très identitaire. On est à l'aise dans ce genre d'installation, puisque là, on est sur un linéaire de 8 mètres qui se répète 2 fois sur le festival. Donc, deux espèces de grands conteneurs, on va dire, liés à la valorisation des déchets, enfin au tri des déchets, qui se situent de chaque côté de l'espace restauration, plus un autre mobilier qui est plus en bois et qui correspond plus au mode de restauration burger et planche charcuterie avec donc des déchets un peu différents. Donc là, c'est 8 flux. Il y a un artiste aussi qui a travaillé avec nous sur la réalisation de panneaux signalétiques, donc un visuel très impactant et qui permet justement à chaque festivalier de se repérer et de bien comprendre ce qu'on y met dans ces réserves à déchets là. Chaque trou derrière, on a donc des bénévoles qui vont aiguiller un peu le festivalier sur ce tri. Donc les festivaliers passent avec leur plateau repas et donc vont pouvoir trier tous leurs déchets via ce pass-là, ces différentes, enfin cette succession de tri. Ça va aussi bien de la valorisation des déchets couverts bois, mais aussi des assiettes compostables, bien sûr des biodéchets des coquillages, enfin voilà, tout est assez différencié pour que nous, on puisse derrière partir sur une belle valorisation. Alors pourquoi on valorise nous-mêmes les déchets, enfin la plupart des déchets? Parce qu'on a un jardin pédagogique et dans ce jardin pédagogique, on a de l'espace lié au maraîchage et lié justement à la culture sur sol vivant et que cette matière organique pour nous est un bénéfice, c'est une ressource. Et donc une matière organique bien triée nous permet justement d'avoir un résultat assez fantastique au niveau de nos récoltes. On produit énormément de cucurbitacées et donc c'est à peu près 2 tonnes de courges après qui seront vendues et on sait bien que les courges, les cucurbitacées adorent la matière organique. Euh, mais il faut pouvoir la traiter, il faut pouvoir justement bien la valoriser. Donc ça c'est pour toute la partie biodéchets. Donc ça représente à peu près 1 tonne maintenant de biodéchets qui vont être collectés pendant le festival. Au niveau des coquillages, on est à peu près à 3 tonnes, 3 tonnes 5 qui vont être collectés puisque la fête du cognac organise eux-mêmes le service restauration et donc propose aussi bien fruits de mer que planches, que on va avoir des motins, donc tout ce qui est fromage. Ils font eux-mêmes leurs frites. Enfin, toute la restauration, c'est eux qui la gèrent. Et donc, on a mis en place aussi une réflexion sur les contenants qui permet justement de valoriser tous les contenants compostables. Donc, on a sélectionné des fournisseurs sur ces contenants, sur bol, assiette, qui ont été donc intégrés dans leur système de restauration et qui permet, nous, de notre côté, une valorisation dans notre champ.
Donc on doit bien sûr déchiqueter, on doit passer au broyeur tous ces bols et contenants compostables. Et après, on a une méthode sur cette valorisation en mélangeant différentes matières organiques et on leste aussi cette matière qui est facilement, s'envolerait facilement si elle n'était pas lestée dans notre champ de production. On va pouvoir passer à la diapo suivante. Voilà les différents visuels aussi. On a une aide très, très forte en fait de la part des collectivités, notamment du Grand Cognac, qui nous met à disposition du matériel qu'on n'a pas nous dans notre association, et notamment des grands contenants. Après le tri, en fait, on vient sur ces grands contenants entreposer la matière organique sur la gauche, là, la benne sur la gauche, ou bien les assiettes compostables sur la droite, avant d'être amenés dans notre champ. Donc, pour ce qui concerne la matière organique, on a une réserve de broyat et ça permet directement de faire le mélange de ces restes en fait d'alimentation avec le broyat et d'avoir justement cette disponibilité de cette benne pendant 4 ou 5 jours, de ne pas avoir de problème d'odeur et avoir déjà un mélange fait pour nous, pour la valorisation. Donc, quand elle est ensuite acheminée sur notre site qui se situe à 4 kilomètres, eh bien, le mélange broyat matière organique est déjà fait. Euh, il nous reste juste donc à étaler, plus à rajouter une autre ressource qui serait plus de la paille ou du foin par rapport à une meilleure dégradation de cette matière organique dans notre champ. On pourra passer à la... Donc voilà un petit visuel de quand ça arrive chez nous. Euh, donc on a chaque année on réserve des lieux dans nos plates-bandes pour la valorisation des déchets. Et là on voit en l'occurrence tout ce qui est blanc, là c'est assez lunaire, mais voilà c'est les assiettes broyées. Et là-dessus on vient déposer les biodéchets et on mélange ensuite avec de la tonte, avec un apport de matière azotée et matière sèche liée à la paille. Donc voilà, ça nous permet d'avoir l'année suivante une terre cultivable et bien évidemment bien amendée pour une belle récolte assurée en cucurbitacées. Euh, alors je vois une question, à 1 tonne de biodéchets. Oui, 3 tonnes et demie de coquillages. Oui, alors les coquillages, justement, ça nous sert à faire les chemins. C'est la diapositive suivante. Voilà. Donc c'est à peu près 3 à 4 tonnes de coquillages qui sont récoltés pendant le festival, aussi bien huîtres, moules, euh, escargots. Oui, à Charente, on est connu pour les cagouilles, les escargots. Et donc ces coquillages sont amenés sur notre chemin justement lié au maraîchage et sont ensuite broyés, roulés avec l'outil qui est sur la photo, qui est plutôt un outil routier mais qui permet justement de bien compacter en fait cette matière. Donc après, voilà, quelques mois, quelques semaines même, ça s'intègre parfaitement sur notre chemin en calcaire. Donc voilà un peu le procédé. Ça représente à peu près 300 mètres, un linéaire de 300 mètres, hein, qui est 3 semaines après praticable par les vélos, puisqu'on est associé à la Flo Vélo à côté de la Charente. On va pouvoir passer peut-être à à la suivante. Oui, alors, on a beaucoup de bénévoles qui œuvrent dans cette mission-là. On est 30 sur le festival. Le festival, c'est 500 bénévoles en tout, par rapport à la restauration, par rapport à l'accueil, enfin, voilà, il y a plein de services différents, par rapport aux toilettes sèches aussi. Et donc, nous, on est une trentaine sur le mobilier et on a toujours voulu voilà, rendre sexy le tri des déchets et parler plus de ressources. Et donc, on se différencie plutôt sur la partie. Attendez, pardon, je vais me brancher. On réserve donc du coup un confort assez intéressant pour tous nos festivals, pour tous nos bénévoles. Et là, voilà, on a un petit visuel sur nos sièges avec des brouettes qui sont dédiés après notre travail au repos des guerriers, au repos de la brigade verte.
Euh, voilà, et puis on est surtout bien accueilli par la Fête du Cognac qui réserve pour tous les bénévoles voilà, des avantages sur, enfin, voilà, sur l'accueil, l'alimentation, bien sûr, et voilà, le temps de repos aussi qu'on laisse aussi à beaucoup de ces bénévoles qui œuvrent dans cette fête, dans cette grande fête. Alors, les assiettes blanches en carton sont compostables, oui. Elles ne sont pas chlorées, non. En fait, ça a été un long travail de chercher les fournisseurs qui vont pouvoir offrir une assiette véritablement compostable. Alors, ce qui n'est pas évident parce faut un peu fouiller dans tous ces logos qui représentent les assiettes en carton. Là, on est sur une assiette et bol totalement compostable. Alors, c'est pas vraiment du carton, euh, mais en tout cas, on sait que ils sont complètement compostables dans notre champ et ça nous va très bien. Ce fournisseur nous convient bien. Alors, il faut éviter justement l'assiette qui est plastifiée et qui permet justement aux festivaliers d'avoir quelque chose de plus ou moins hygiénique. En fait, c'est assez faux à usage unique. On n'a pas besoin de cet aspect plastique qui se retrouve dans les contenants. Et ça, c'est par essai, ça se composte très très mal. Et ça se composte même pas du tout. Il y a des résidus qui restent dans notre champ. Donc voilà, on a encore un chemin à faire avec les petits gobelets pour le café chaud. Voilà, ça va pour nous directement dans le non valorisable aujourd'hui, alors que les logos identifieraient ce petit contenant comme recyclable. Mais en fait, pour nous, il y a pas il y a pas de valorisation de ces petits contenants qui contiennent du café. Les coquillages ne seraient-ils pas destinés à retourner à la mer? Si, évidemment. Ouais, comme les biodéchets retournent à la terre, les coquillages pourraient retourner à la mer. En fait, ils retournent à la mer d'une certaine façon, puisque on est en bord de Charente, et la Charente est un fleuve qui va justement alimenter après notre océan, en passant par Rochefort, et notamment en passant par l'ostriculture. Et donc, en effet, c'est une matière qui, de toute façon, retournera tout doucement à la mer, puisqu'elle sert aujourd'hui à faire nos chemins. Mais en période inondable, on a justement ces petits coquillages concassés qui prennent le chemin de l'océan. Comment broyez-vous les assiettes? Alors, c'est avec justement des broyeurs forestiers où on règle les broyeurs. En fait, on peut régler le calibre et il y a un calibre qui est vraiment bien adapté aux assiettes. Alors, il faut juste inventer un outil qui permette de pousser la matière puisque c'est pas des branches qui sont entraînées, mais là, on va devoir pousser cette matière dans le broyeur. Ça se broie assez bien et après, le gros travail, c'est dans la valorisation de pouvoir alimenter ces assiettes compostées avec une autre matière qui va lester. On a aussi des filets qui permettent justement à ce que cette matière ne s'envole pas avant de remettre une matière organique dessus. Quels sont les 8 flux triés? Alors, les 8 flux, on a donc tout ce qui est coquillage, assiette compostable. On a le pain aussi, le reste de pain qui est valorisé avec une chèvrerie qui s'appelle le pain d'Ami. Ça représente quand même une belle remorque, une remorque deux essieux, le pain. Euh, on a pardon, les couverts en bois qui nous servent d'allume-feu pour notre association. Déchets. Biodéchets, bien sûr. Voilà. Et puis jaune et noir. Alors jaune et noir, en fait, c'est ce qui était présent avant sur les festivals, c'est-à-dire que on mettait à disposition un tri des déchets pour les festivaliers. Poubelle jaune ou poubelle noire. Poubelle noire, c'est non valorisable. Poubelle jaune, c'est tout ce qui est plastique, carton. Et en fait, le tri était tellement mal fait que finalement, le service de ramassage mettait tout dans le noir finalement. Et ça a longtemps fonctionné comme ça. Et c'est ce qui a déclenché cette envie en fait d'accompagner les festivals vers une belle valorisation des déchets. Euh, donc, et il reste les coquillages, pardon. Oui, je peux parler des coquillages. Euh, voilà, je ne sais plus s'il y a une autre diapositive. Sinon, je reste dispo pour quelques questions.
Ouais, voilà quelques chiffres. Alors, c'est des chiffres un peu anciens. Coquille, on est plus vers entre 3 et 4 tonnes. Là, on a mis vaisselle compostable, mais vaisselle compostable, en fait, on est plus à dimensionner ça en mètres cubes. On est sur 10 mètres cubes. Ça pèse pas très lourd, mais ça représente énormément de volume. Et les restes alimentaires, on est plus sur une tonne avec le broyat, qui est mis à disposition par le service du Grand Cognac. Après, ce qui est Veolia, recyclage, là, on est sur la poubelle, ce qu'on appelle poubelle jaune. Euh, voilà quelques chiffres, en fait, pour les premières manifestations de... Est-ce qu'il y a d'autres questions? Merci beaucoup, Rémi, Marie. J'ai l'impression que, en termes de questions, on a un peu fait le tour. Il y a une question qui s'est ajoutée. Avez-vous exporté vos bonnes pratiques à d'autres événements alentours? Oui, alors voilà, De ça Laurent. c'est l'idée. Je pense que ça a été un bel exemple en fait, la fête du cognac. On s'est pas mal démené à créer un mobilier adapté, à trouver les fournisseurs, à même traiter en amont. On a parlé tout à l'heure avec Pierre de la valorisation en amont, donc tout ce qui était entreprise qui justement fournissait, eh bien toutes les épluchures, tout ça, ça a été donc l'idée de valoriser ça chez nous. Et au niveau du démontage aussi. Et donc, on a pu rédiger des fiches avec le RCCNA et l'ADEME, des fiches qui sont justement mises à disposition de festivals qui voudraient, voilà, qui s'interrogent en tout cas sur la manière de faire, de bien faire. Donc, ces 4 fiches sont disponibles euh, dans les documents que vous allez pouvoir mettre, Lucas, hein. Hmm. Oui, tout à fait. Effectivement, il y aura la fiche technique et puis aussi une petite vidéo de présentation de l'événement. Ça donne ça qui viendra compléter en fait la présentation que vous venez de faire. Et sinon, on a un service de formation aussi qui accompagne sur quelques jours les bénévoles de festival, puisqu'on ne peut pas être partout là en Charente. Et donc, l'idée, c'est de pouvoir former les petites brigades liées à certains festivals en Charente qui sont plus petits. Vraiment, la fête du Cognac, c'est la fête la plus grande sur notre territoire, sur le territoire charentais. Ensuite, on a des événements qui sont plus petits et plus faciles, on va dire, mais c'est pas forcément une question de dimension, mais on accompagne assez aisément voilà, les bénévoles qui voudraient justement mettre en place un tri assez rigoureux et on crée avec eux un mobilier qui soit adapté en fait au flux. Alors, il y a Bah, plusieurs questions qui sont rentrées. La première, est-ce que vous connaissez d'autres structures qui proposent les mêmes solutions que vous? Alors, c'est précisé dans l'aube, mais là, je pense qu'on peut faire appel au réseau Émerge. Mais est-ce que du coup, vous êtes en lien avec d'autres structures qui ont des démarches identiques et qui vous permettent aussi d'échanger vos pratiques? Alors on fait partie du réseau Compost Citoyen, RCCNA. Donc après, on n'a pas vraiment de lien avec d'autres structures qui mettent en place ce genre de pratique, si ce n'est que chaque fête a son propre réseau de bénévoles, mais qui ne sont pas identifiés en tant que structure et association liées au traitement des déchets. Euh, Après, on est c'est assez personnel comme démarche puisque c'est assez rare finalement d'avoir un lieu où on valoriserait les déchets. Là, en l'occurrence, on a un jardin qui fait 5 hectares et dans les 5 hectares, il y a 2 hectares qui sont liés au maraîchage. Et donc, finalement, ça facilite en fait la mise en réseau de personnes qui seraient dans la valorisation puisqu'on valorise la plupart des déchets. Donc, ça a été pour nous une façon de faire qui a été euh,
assez simple. Et souvent, ce qui manque sur d'autres structures, c'est voilà, le site de valorisation où là où il y a un travail d'identifier les prestataires qui seraient sur la valorisation. Juste pour info, NA, c'est Nouvelle-Aquitaine. Donc, c'est le réseau Ouais. Compost Citoyen de Nouvelle-Aquitaine. Il y a deux questions très précises. C'était une demande si le ratio quantité-masse de déchets par personne a été calculé et de façon plus large, pour reprendre les termes de Pierre, quelles sont les actions de prévention qui sont menées en amont? Alors, le ratio, il n'a pas été calculé. Non, parce qu'on a une typicité particulière sur notre festival, c'est qu'il y a la partie grand public et la partie VIP. Donc il y a deux types de personnes qui produisent différentes quantités de déchets à leur échelle. Et on n'a jamais passé ce cap d'aller quantifier individuellement. Par contre, c'est assez aussi singulier d'avoir une fête qui s'occupe de la restauration, mais complète. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de prestataire extérieur, il n'y a pas de food truck. Euh, donc il y a tout ce qui est proposé en termes de repas, aussi bien le fromage, les desserts que les huîtres, les coquillages, les frites, les burgers, les planches. Enfin voilà, ils ont la capacité en fait de gérer l'ensemble. Et ça, ça facilite pour nous la valorisation. Même si c'est énorme en termes de quantité, enfin ça représente quand même sur les 35 festivaliers, je dirais qu'il y en a facile bien plus de la moitié qui consomment sur place, des repas qui sont financièrement accessibles, plus ce que disait Marie, les VIP qui, eux, du coup, on va dire, tapent bien dans l'assiette puisque c'est plutôt gratuit pour eux, puisqu'ils sont identifiés comme partenaires souvent. Donc, on a un ratio qui peut être assez important en termes de production de biodéchets et de festivaliers. Mm. Et la deuxième question, pardon, c'était lié Les actions de prévention. Les actions de prévention. les actions de prévention. Alors là, on a un travail en amont euh, sur les entreprises euh, qui vont être des fournisseurs, notamment pour les frites, pour les pâtes, les pommes de terre, pour tout ce qui est légumes. On a une légumerie qui est située sur notre territoire avec qui on travaille. Après, pour la prévention plutôt liée aux festivaliers, là, on est sur, là, je parlais plutôt de la communication, en tout cas de l'orientation. On est sur 30 bénévoles qui vont accompagner ces festivaliers jusqu'aux zones de tri. Il y a aussi un système de communication importante au niveau des panneaux. C'est-à-dire qu'il y a un artiste qui a travaillé avec nous sur détournement des panneaux routiers et avec une façon assez humoristique d'accompagner justement les festivaliers à aller jusqu'aux zones de tri. Donc voilà, c'est une façon de sensibiliser aussi qui correspond à notre ADN aussi. On n'est pas sur la morale, mais on est sur travailler avec des artistes qui vont éveiller sur le besoin et le besoin absolu de bien faire son tri. Et du coup, c'est bien reçu par les festivaliers qui laissent très peu sur les tables en place. Alors, on a quand même un service à côté, quelques bénévoles qui font le tour des tables pour débarrasser et qui vont à la rencontre des festivaliers pour leur permettre justement de faire des bonnes actions pendant le festival et de pas forcément oublier d'utiliser les zones de tri. Et il reste deux petites questions. Depuis combien de temps vous effectuez vos démarches? Donc cette démarche d'éco-manifestation, on va dire. Combien de temps ça vous a pris en fait, pour arriver à ces solutions-là? Et la dernière, c'est Anne Paulus qui a un événement pour septembre 2026. Et je pense que la demande s'adresse à Éco-Manifestation. J'aurais tendance à dire que c'est plus pour Pierre. Si D'accord. tu veux lui répondre dans le chat directement. Voilà. Et donc, depuis combien de temps la fête du cognac s'est engagée dans cette démarche? Ça a commencé après le Covid. Nous, on a commencé à travailler avec la Fête du Cognac en 2020, 2021. 2020 pour la conception et imaginer justement
une façon de faire, un mobilier qui serait adapté euh, au flux. Les premières années, c'était sur un autre site et donc on s'est dit, allez, on va essayer comme ça et puis on fera bien sûr une partie bilan pour parfaire un petit peu le service sur le tri et la valorisation des déchets. En tout cas, auparavant, comme je disais, c'était mise à disposition de poubelles jaunes, poubelles noires, hein, donc un tri très pauvre, mais un tri quand même sur le site. Il n'y avait pas de zone identifiée et on a donc arrêté totalement les poubelles mises à disposition sur le site. Donc le festivalier ne peut plus jeter ses déchets à part justement dans les zones destinées à ça, c'est-à-dire dans les zones de tri. Donc on a commencé en 2021 avec première expérience de la fête du cognac. Donc, on a poursuivi en 2022 avec des améliorations. Les premières années, ça c'est assez intéressant, c'était sur le port du Cognac, le port de Cognac, et donc c'était lié au fleuve. Et là, c'était assez intéressant parce qu'on acheminait tout ce qui était coquillage via une barge qui était prêtée par le département et qui faisait 4 kilomètres sur le fleuve Charente pour déposer ensuite les coquillages chez nous. Et donc, c'était assez ludique pour les festivaliers de déposer leurs coquillages dans un énorme tube qui venait justement jusqu'à cette barge. Donc il y avait ce côté un peu spectaculaire de la démarche. Et puis le fait d'emprunter le fleuve, ça avait beaucoup de sens aussi sur le cheminement. Aujourd'hui, on est sur un autre site qui est à 500 mètres du fleuve. Donc on fait les choses autrement, mais on a quand même su rendre le tri, enfin donner une image du tri assez intéressante et je pense qu'aujourd'hui, tous les bénévoles se bataillent un petit peu pour avoir leur place dans cette brigade, puisque on est vraiment le travail est facilité en fait par l'expérience qu'on a eue depuis 2021. Et maintenant, les festivaliers viennent naturellement sur les zones de tri et ça se fait assez simplement. Au début, on a quand même un petit peu ramé. C'était une expérience et puis bon, après quelques bilans, on a su parfaire le mobilier et parfaire la façon de faire aussi pour arriver à un bon tri et une bonne application des festivaliers. C'est ça qui était important pour nous. Merci. Avec plaisir. Merci beaucoup Rémi et Marie, merci aux jardins respectueux pour cette présentation, bravo aussi pour votre travail. Merci pour le partage. Je crois que vous devez nous quitter, si je Oui, dis pas de bêtises. Mais du coup, voilà, on partagera la fiche technique et puis la vidéo en complément. Et puis, voilà, encore merci. J'en profite aussi pour remercier Julie Rousineau du RCC Nouvelle-Aquitaine qui m'a permis de me mettre en relation directement avec vous et qui a rendu aussi par son intermédiaire possible cette rencontre. Voilà. Et ben écoutez, à très bientôt et bonne continuation à vous. merci à vous. Merci, à bientôt. Au revoir. Et donc sans transition, je vais passer la parole à Claire-Marie et Pascal Srivi du SMICTOM d'Alsace Centrale pour Pascal Srivi, Claire-Marie Mussa pour Un jardin passionnément pour nous parler du festival de la soupe au jardin qui donc a lieu en Alsace. Et si vous alors soit vous reprenez la main pour présenter le support, ou alors on peut continuer comme j'ai fait là, c'est-à-dire que je Oui, on présente. peut continuer, il n'y a que 3 slides, donc ça se Ok, passera vite. ça marche, on fait comme ça. Eh bien, je vous passe la parole et pour voilà, une présentation du festival et de l'association Un Jardin Passionné. Merci. Donc effectivement, on reste dans la thématique du jardin. Un jardin passionnément, c'est une association qui va fêter ses 22 ans cette année. Et en fait, on est basé autour d'un parc qu'on entretient, qu'on valorise, dans lequel on a un potager, des massifs et via lequel on fait beaucoup de pédagogie. Et dans ce parc, on fait tous les 2 ans un festival qui s'appelle le Festival de la soupe au jardin. En 2024, on a eu la 9e édition. Cette année, en 2026, l'année prochaine, on est déjà dans la préparation, la 10e édition. Donc le Festival de la soupe au jardin,
C'est un événement qui est... alors, il y a un ticket d'entrée, et en fait, c'est un événement sur 2 jours, avec un bal folk le samedi soir, et entre 30 et 40 stands de chefs d'associations, etc., en fait, qui vont proposer des soupes avec différentes recettes. Donc, ça va du cappuccino de curry vert à la soupe aux orties. Donc, c'est vraiment très, très vaste. Il y a des soupes salées, des soupes sucrées, donc énormément de monde. L'association est présente également avec un stand, alors il y a bien sûr un stand bar, un stand salon de thé, et donc depuis l'édition 2022, on travaille avec Éco-Manifestation Alsace pour qu'ils nous accompagnent en fait dans nos engagements. Ce festival a lieu dans le parc que nous entretenons, et pour nous c'est vraiment une occasion de faire de la pédagogie, d'emmener vers les gens, de montrer qu'on peut faire du respect de l'environnement dans le cadre d'un festival. Dans ce cadre, au niveau de l'organisation, on a une équipe, la Green Team, qui est spécifiquement dédiée à toute cette partie éco-manifestation, engagement, et qui gère donc la partie biodéchets, la partie toilettes sèches, toute la partie communication aussi, et sensibilisation de façon transverse des différentes équipes de l'organisation à ces enjeux-là. Concrètement, ça veut dire par exemple échanger avec l'équipe qui va gérer le bar pour que dans leur choix, ils prennent en compte d'avoir des bouteilles en verre consignées avec reprise par le prestataire qui nous fournit les bouteilles, pour qu'ils explorent aussi par exemple des pistes sur des vins bio. Éviter tout ce qui est soda et partir plutôt sur des jus locaux et bio également. C'est aussi dans les quelques supports papier, on n'en a pas beaucoup, de moins en moins, mais veiller à ce que ce soit du papier avec impression encre végétale, recyclé, etc. Et donc sur le lieu du festival, comme je disais, on a donc des toilettes sèches. On accueille plus de 2000 personnes lors de ce festival, et on a une équipe au global, on mobilise 120 personnes pour l'animation de l'événement. Et donc, avec l'accompagnement des co-manifestations Alsace, en 2022, on avait une note de 60%, on a réussi à monter à 78 en 2024, et bien sûr, on veut continuer à progresser, puisque finalement, ça nous permet vraiment de rester très attentifs sur un ensemble de critères et de thématiques pour toujours apprendre de ce qu'on fait et nous améliorer. Donc on peut passer sur la slide suivante pour aller plus vraiment sur le sujet de tout ce qui est biodéchets. Alors, sur l'ensemble de ce festival, les sources de déchets, ça va être évidemment à la fois la tente de restauration de l'association, et ça va être les différents stands des gens qui font les soupes, qu'on appelle les soupiers. Et au final, on a eu la chance, lors de la dernière édition, d'avoir une équipe de bénévoles qui s'est proposée pour nous fabriquer un meuble triflu, pour avoir vraiment quelque chose qui soit... alors c'est tout en bois recyclé, c'est du bois de récupération qui vient d'une entreprise locale qui travaille le bois, des palettes, etc. Ça a été peint le matin même. Et en fait, on s'est rendu compte que ce meuble a permis vraiment... On a eu très très peu d'erreurs de tri, enfin même quasiment pas, c'était très très clair pour les gens. Il y a en fait trois poubelles à l'intérieur de ce bac, et au final, quand on a mesuré, on s'est rendu compte que sur la totalité du festival, on a eu environ 5 seaux de biodéchets qui ont été répartis d'une part dans notre zone, les bacs à compost que Pascal nous a construit, donc c'est la photo qu'on voit en bas à gauche. Il nous a fait des bacs à compost en palettes. On avait déjà des bacs à compost qui étaient vraiment très très vieux et difficilement utilisables, et donc une des animations de sensibilisation lors de ce festival, qui a malheureusement été pas mal contrariée par la météo, c'était cette construction pour montrer que finalement c'est pas insurmontable de se construire des bacs à compost, qu'on n'a pas besoin de penser à des choses très très compliquées. Et dans ce but-là, la commune, dans le parc, nous avait préparé également des broyats pour servir de structurant. Donc à la fin du festival,
festival, en fait, on a pu récupérer ces 5 seaux de biodéchets, mettre avec le structurant et directement préparer pour ce bac à compost qui est à côté du potager qu'on utilise dans le parc, ce qui fait que comme ça retourne directement pour enrichir le parc. En termes de tri, comment c'est géré sur le festival? Donc effectivement, il y a ce meuble tri-flux. Il y a aussi un certain nombre de poubelles biflux qui nous sont prêtées par le SMICTOM. Donc c'est emballage jaune et de l'OMR noir, en sachant que une chose qu'on a appris, c'est qu'on avait beaucoup sous-estimé les emballages. Donc ça, c'est quelque chose qu'on retient pour le festival de l'année prochaine. Et au final, on avait peu d'OMR, et on a également mis en place finalement énormément, en fait on a recyclé des boîtes de café pour servir de cendrier de table, ce qui a permis aussi d'éviter quelque chose qu'on avait pu constater par le passé, c'est-à-dire qu'on retrouvait des mégots un peu partout. Et là, d'avoir mis tout simplement des petites boîtes de café sur toutes les tables, c'est quelque chose qui a beaucoup, beaucoup facilité le fait d'avoir ce déchet-là, qui ne vienne pas contaminer ni le compost, ni les emballages. Et donc, si on passe sur la slide suivante, qui est la dernière, ce sera assez rapide. Ce qu'on en retient et ce qu'on va faire pour 2026, déjà, c'est on s'est rendu compte finalement, parce qu'on l'a vu. Aujourd'hui, le fonctionnement du festival, c'est que nous fournissons la vaisselle qui nous est prêtée par d'autres associations, par la mairie. Mais en fait, on s'est rendu compte qu'il y avait des gens qui étaient venus avec leur propre récipient, puisque finalement, on a tous plus ou moins pris l'habitude aussi de déjeuner sur le lieu de travail, d'apporter sa gamelle, etc. Donc ça va être de faire rentrer cette logique-là sur notre festival. Donc l'édition 2024, c'était 4 bacs jaunes d'emballage de 340 litres qui étaient remplis, et 50 cendriers métalliques qui ont été utilisés. Donc ça, c'est quelque chose qu'on va reconduire. En termes de peser des déchets, on s'est rendu compte d'une chose, c'est qu'il ne faut pas attendre la fin du festival pour les peser. Nous, c'est vraiment quelque chose qu'on veut suivre d'un festival à l'autre. Et donc, on en retient qu'il faut... En fait, on a 3 grands moments dans notre festival. On a le samedi après-midi, où il y a une première vague de gens qui viennent en famille déguster les soupes, etc. Ensuite, on a le samedi soir, où c'est spécifiquement le bal folk qui attire un autre public. Et enfin, on a de nouveau le dimanche, où c'est beaucoup plus familial. Et donc, il faut vraiment qu'on s'organise pour faire 3 grandes vagues de récolte et de peser des déchets à ce moment-là. Alors, si je regarde dans les questions, alors les actions de prévention menées en amont, c'est vaste comme question, Pierre. Donc déjà, au niveau de la Green Team, donc on fait partie de l'équipe organisation, et comme je disais, on va échanger avec les différents pôles de chaque équipe d'organisation. Typiquement, pour la partie des bénévoles, on va sensibiliser aussi sur les rotations des équipes, sur comment on gère les repas, comment on s'assure aussi du bien-être des bénévoles, comment on fournit aussi, par exemple, on a un stand thé, café, etc., où ce n'est pas du tout du jetable. Après ça, en termes d'autres actions de prévention, alors on avait prévu également pour la partie transport en amont, on avait ouvert donc un itinéraire sur un site local de covoiturage, Covey-Event. On avait aussi mis les horaires pour les trains, pour la partie vélo, et enfin on avait un programme de conférences qui était aussi très axé autour de la sensibilisation à l'environnement, mais aussi les actions qu'on peut mener au sein du jardin. Typiquement, une conférence qui a eu beaucoup de succès, c'était sur les purins. Ce qui, à première vue, n'est pas forcément le sujet le plus sexy, mais en fait de vraiment montrer comment on peut réutiliser finalement ce qu'on coupe dans le jardin pour réenrichir le jardin, c'est quelque chose qui a énormément plu.
Ce festival, il existe depuis, alors pas tout à fait 2003, 2004, je crois, mais on est labellisé éco-manifestation et dans cette démarche depuis 2022. Les cendriers de poche, non, aujourd'hui, c'est pas quelque chose. On a énormément de flux de gens, de personnes sur le festival, mais je note l'idée, ça peut être intéressant pour l'édition 2026. Et la pesée des déchets, ça a été fait en fin de festival, et c'est là qu'on s'est rendu compte aussi que finalement, quand on se retrouve à la fin du festival, que tout le monde est fatigué, qu'il y a plein de choses dans tous les sens, c'est compliqué. On avait une balance globale, mais on se rend compte qu'il vaut mieux faire au fur et à mesure. On a essayé de faire par type de déchets, mais au final, on n'est pas allé autant dans le détail qu'on aurait voulu, puisqu'on a eu vraiment plus la séparation. Donc, il y avait les biodéchets qui étaient en seau, et typiquement, par exemple, tout ce qui était, on voulait peser aussi tout ce qui avait été utilisé en verre, et en fait le prestataire était venu récupérer ses bouteilles consignées, et donc on n'a pas pu peser cette partie-là. Donc, ça fait partie des choses qu'on apprend, qu'il faut vraiment qu'on fasse ça tout au long du festival. Pascal, s'il y a des choses que tu veux compléter, notamment sur la partie que tu as fait au niveau du compost. Bah après, voilà, la démarche était vraiment d'aller sur le terrain. Nous, on œuvre vraiment pour du concret au plus près de la population. Donc là, c'est sûr qu'avec un atelier pour un montage de compost, c'était presque accessoire, mais le fait que l'ensemble des biodéchets produits sur le site soient compostés sur place était intéressant, puisqu'après, l'association va utiliser cette matière pour son jardin et ses activités annuelles. Donc là, on est vraiment dans l'économie circulaire. Euh, voilà, et du coup, avec ce meuble et ce tri, c'était vraiment très identifié sur la place centrale, je veux dire, de l'éco-manifestation. Et donc, du coup, ça permet aussi de passer finalement un message à la population qui va le lire systématiquement, mais d'une façon peut-être plus sympathique que sur un document écrit ou sur voilà, des choses qu'ils ont déjà entendues à droite et à gauche. Donc ça, c'est le côté intéressant. Après, ce que je vois aussi, puisque tu évoques effectivement 2026, l'évolution, il y a aussi voilà, voir les biodéchets, de ce qui est préparé en amont de la manifestation, en fait, qui pourrait aussi rentrer dans la démarche finalement. Voire accueillir ça sur le site de compostage, puisque ça représente aussi des quantités qui peuvent être non négligeables. Tout à fait, tout à fait. Après, on a aussi pas mal de bénévoles qui ont des poules et qui donc profitent aussi de l'événement pour récupérer des seaux pour leurs poules. Il n'y a pas de perte de ce côté-là. Mais Non, en tout cas, le partenariat est très intéressant parce que du coup, effectivement, il y a des choses nouvelles à chercher de tous les côtés, hein, aussi bien pour la collectivité ou les collectivités qui sont dans le projet que pour les associations sur place. Et ça, ça ne peut faire mettre qu'en avant la grosse démarche que vous avez en place. Merci beaucoup, Claire-Marie. Pascal, est-ce merci à vous. qu'il y a d'autres questions sur cette présentation et l'événement La soupe au jardin? A priori, non. Encore une fois, merci pour votre partage et votre présentation. Il nous reste 5-6 minutes pour conclure ce premier volet. Euh, déjà, je tiens voilà, à remercier tous les participants qui ont donné du temps et qui ont généreusement partagé leur expérience, leur expertise aussi. Et je vais essayer de résumer en 2-3 minutes l'échange, en tout cas moi ce que j'en ai retenu de ces présentations. Et bien déjà c'est la partie que moi ce que je retiens c'est qu'on soit un événement qui réunisse 35 000 festivaliers ou 2 000 festivaliers, eh bien il y a des besoins en termes d'accompagnement, que ce soit au niveau de la conception, tous les éléments à prendre en compte
enfin, avant l'événement, pendant l'événement, après l'événement. Et bien souvent, bah, ces choses-là, ça ne s'invente pas. L'accompagnement, une méthodologie, une méthode d'approche, la prise en compte, voilà, de tous les éléments, c'est toujours intéressant de faire appel bah, à des structures, des associations dont c'est le métier. Et donc, vous l'avez compris, je fais référence là à éco-manifestation. Moi, ce que je retiens, c'est vraiment ce plus qui va vraiment permettre à un événement de se développer, de développer des pratiques, une approche euh, durable au niveau de l'événement. Donc ça, c'est pour la partie amont, conception, etc. Et puis, il y a tout l'impact que ça va avoir sur la visibilité liée à l'événement. Et donc, ce que ça montre au niveau du public, et Pierre l'avait bien souligné, que les attentes sont de plus en plus exigeantes à ce niveau-là. Euh, il a aussi mentionné le fait que pour certains événements, bah, les collectivités sont aussi plus attentives à au caractère éco-responsable des événements. Parfois même, c'est une exigence hein, pour la mise en place d'événements. Donc voilà, l'aspect label, l'aspect accompagnement lié aussi bah, voilà, des démarches éco-responsables sont de plus en plus importants, de plus en plus répandus et intéressants donc, pour les événements de se tourner vers des acteurs tels que Éco-Manifestation. Alsace. Après, voilà sur le retour d'expérience à la fois de la fête du cognac ou du festival de la soupe. Vous avez vu différents éléments. Ce que je retiens, c'est l'importance des équipes bénévoles, hein. On comptait euh, 120 bénévoles pour le Festival de la Soupe. Je m'étais noté 30 bénévoles euh, côté les Jardins Respectueux, 500 bénévoles en tout sur l'événement de la Fête du Cognac. Donc ça fait pas mal de monde. Et je retiens aussi l'importance de la formation de ces équipes sur les gestes, le rapport au public, l'accompagnement du public, voilà, qui vont être finalement euh, les rouages hein, du bon déroulement de l'événement. Il y a toute la partie sur la communication, la signalétique. Ça fait partie de la sensibilisation des publics pour assurer la qualité du geste de tri, pour faciliter le travail en amont. Il y a les techniques, on a vu, hein, différentes techniques de gérer les biodéchets qui sont collectés. Euh, plutôt plutôt que du compostage en tas, comme on l'a vu, les partenariats aussi intéressants avec les collectivités, avec euh, une exploitation maraîchère pour trouver bah, à la fois un espace pour composter les matières, mais aussi un exutoire, que ça soit des espaces verts, potagers sur un jardin public, une exploitation maraîchère, culture de cucurbitacées, j'ai retenu. Voilà, je pourrais dire plein d'autres choses, mais pour ne pas trop dépasser le temps, voilà ce que je retiens. Euh, une nouvelle fois, je remercie tous les participants, toutes les participantes pour ce premier volet. Vous retrouvez quelques liens pour avoir plus d'informations sur les différents intervenants, sur la présentation de leur événement. On pourra mettre à disposition bah, les supports de présentation qui vous ont été montrés pendant ce webinaire. Côté du RCC pour les prochains rendez-vous, peut-être Elsa, est-ce que tu as envie de dire quelques mots? J'ai noté quelques rendez-vous. Oui, en plus de ceux qui sont notés, il me semble que lundi prochain, il y a la présentation du logiciel Psycompost. Oui, Et après, pour nous, il y a notre dernier webinaire de l'année, ce sera celui que tu animeras sur la gestion des biodéchets dans l'événementiel côté toilettes sèches. Et on finira l'année avec des bilans et compagnie, mais qui concernent peu nos auditeurs et nos tout à auditrices. fait. Ouais, Voilà. ça c'est notre cuisine interne.
Et on construit le programme pour l'année prochaine déjà de manière très ardente. Voilà. Ok. S'il y a plus d'autres questions, moi je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, du coup mardi prochain, pour parler cette fois-ci toilettes sèches dans l'événementiel. Et du coup, on aura la chance enfin, vont participer à cet événement Vincent du réseau Assainissement écologique, Aurélien de Écoterre et Fanny de Coporico qui viendront nous parler du coup de cette thématique plus spécifique à l'événementiel. Voilà, ben, je vous remercie à toutes et tous d'avoir répondu présent à ce premier rendez-vous. Et puis, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis du coup à la semaine prochaine pour la suite de nos aventures de gestion des biodéchets dans l'événementiel. À très bientôt. Merci beaucoup, à très bientôt.